Alors, on va se poser pas mal de questions pendant ce débat. La première de ces questions, c'est où est-ce qu'on en est finalement? On en parle beaucoup, c'est sûr, mais quels sont les cas d'usage qui se dégagent aujourd'hui? Ceux qui sont à l'état d'expérimentation, ceux qui sont déjà en production. On va essayer de faire ce panorama, cette recension. On va aussi s'intéresser, parce que c'est quand même primordial, à comment on fait. Quand on parle d'IA, on parle de modèles. Quel modèle on choisit? On parle de données. Comment on sélectionne, on nettoie, on organise ces données? Et pour quels besoins métiers? Donc l'aspect projet va être très intéressant. On va aussi se poser une dernière question qui est fondamentalement où est-ce qu'on va? Alors c'est peut-être un peu difficile d'avoir le recul encore aujourd'hui parce que c'est tout récent, mais quand même, il y a des questions qui se posent en matière de confiance, de confidentialité, d'éthique même, pourquoi pas, qui peuvent ou pas freiner certains déploiements, certains projets, on verra. Et puis bien sûr le paramètre technologique. Alors pour débattre de tout ça, j'ai 4 intervenants auprès de moi. Merci à elles et à eux de témoigner aujourd'hui, de participer à ce débat. Mathilde Testard, je commence par vous. Vous êtes donc senior directrice, membre du Centre d'excellence mondiale sur l'IA générative pour les services financiers chez Capgemini Invent. Donc vous êtes une spécialiste de la data et de l'IA. Vous en direz un petit peu plus tout à l'heure, évidemment. Arthur Desnouveaux, vous êtes directeur de cabinet du directeur général d'assurance France chez Covea. Alors Covea, vous connaissez, groupe mutualiste, des marques comme MMA, MAF, etc. Patrick Soulignac, vous êtes Principal Solution Consultant chez Guidewire. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Guidewire, donc vous êtes un éditeur de solutions. Vous proposez notamment, mais vous nous en reparlerez, une plateforme de modélisation d'IA. Et vous êtes aussi un spécialiste du secteur de l'assurance, ce qui est important. Et enfin, François-Xavier Anderlé, vous êtes directeur de la transformation digitale chez Groupama. Donc, comme Arthur, vous pourrez participer de votre retour d'expérience. D'ailleurs, je vais rester sur vous, François-Xavier. Je le disais tout à l'heure, on a, depuis maintenant quelques mois, quelques années même peut-être, des cas qui se dégagent. Je crois que chez Groupama, c'est d'ailleurs plutôt des cas qui vont s'adresser plutôt aux collaborateurs qu'aux clients, c'est bien ça? Bonjour à toutes et à tous déjà. Alors, de l'IA, oui, on en fait depuis des années dans l'assurance. De l'IA générative, pas depuis des années, puisque l'IA générative, c'est quand même sorti de manière opérationnelle il y a 14 mois. Hein. On a tous lu dans Pif Magazine entre Noël et le jour de l'an qu'il y a un truc qui était sorti qui s'appelait GPT, qui allait remplacer tous les humains. Ça, c'est plutôt un mythe. Et on parlait juste avant, là, dans les deux conférences d'avant, de la relation client. Je pense que la relation client 100% par un robot, c'est, en tout cas pour les mutualistes que nous sommes avec Arthur, pas un objectif et plutôt un enfer pour nous. Donc dans les cas d'usage, oui, on a travaillé des cas d'usage dès l'année dernière. C'est une techno qui est émergente. C'est une techno qui est connue de tous. La particularité par rapport à d'autres technos, c'est elle est rentrée par le grand public et non pas par les professionnels. Et donc nous, on a fait des cas d'usage moitié client et moitié collaborateur. Évidemment, on s'entraîne plutôt sur nos collaborateurs avant de le mettre face aux clients. Ça permet aussi de nous rassurer nous-mêmes, de rassurer nos directions générales et puis de s'entraîner tout simplement. Alors, donnez un exemple justement de comment l'IA est utilisée pour les collaborateurs. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'aspect client parce que, comme vous l'avez dit, c'est devenu presque grand public, l'IA générative. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment vous l'utilisez concrètement pour vos collaborateurs. En gros, quel temps ça leur fait gagner, quels outils ils utilisent. Alors, on ne va pas donner forcément beaucoup de chiffres parce qu'on n'a qu'un an de recul. On n'a qu'un an de recul et donc les chiffres ne sont pas encore complètement scellés. On a la première approche, ça a été travailler sur des bots collaborateurs. On parlait de compagnon tout à l'heure, hein, c'est le copain dans Teams, c'est le nouveau collègue. C'est le nouveau collègue qui va permettre d'aller chercher dans les bases documentaires des informations que je mettais longtemps à aller chercher avant. C'est le nouveau collègue qui nous a permis de voir que quelquefois, chez les vieux assureurs que nous sommes, les bases documentaires n'étaient pas tout à fait cohérentes à certains endroits. Quand on fait les recettes, ah ben non, le bot il s'est trompé. Ben non, il s'est pas trompé en fait. Il a trouvé deux informations contradictoires dans deux documents différents. C'est pour la petite blague, mais c'est des choses qu'on trouvait pas avant. Donc là, on l'a travaillé. Le premier, vous l'avez vu, on a communiqué dessus. C'est un bot pour les conseillers en épargne salariale. L'épargne salariale, c'est finalement un job qui est assez compliqué, assez pointu. Est-ce que je mets sur mon PE, mon PERCO, mon PERCOL, comment est mon plafond d'abondement? Et donc l'idée, c'était d'accompagner nos conseillers pour qu'ils trouvent beaucoup plus vite la bonne information.
et qui passe beaucoup plus de temps avec le client. Donc en fait, ça nous permet de redonner du temps client avec de la vraie relation humaine et d'enlever et de cacher un peu ce temps de recherche dans les documents. Puis c'est un deuxième axe. Je pense qu'on est un peu comme tout le monde, le turnover sur nos conseillers et nos commerciaux est un peu tendu. Donc on a des conseillers qui sont de plus en plus jeunes ou avec de moins en moins d'expérience. Ça permet de leur redonner cette couche d'expérience complémentaire, d'avoir quelque chose qui est bien écrit, si je réponds à un mail, qui est structuré, qui est cadré. Si je veux répondre en 4 points, je réponds en 4 points. Le truc de fou en ce moment, je ne fais pas de faute d'orthographe. C'est dingue, mais c'est plutôt exceptionnel quand même. Donc ça nous a permis de remettre ça. Puis après, il y a un sujet d'adoption. C'est pas parce qu'on a décidé que c'était super génial et que ça allait pouvoir aider que les gens vont le trouver super génial et pouvoir aider. On va en reparler, ça, effectivement. Et ça, c'est un vrai sujet. Arthur, même question. Est-ce que dans le groupe Covea, est-ce que l'IA est aussi le nouveau collègue ? Je ne sais pas si c'est déjà le nouveau collègue, mais on a tous la conviction que ça sera le nouveau collègue à terme, avec encore une fois, et je pense que c'est très lié à l'ADN mutualiste, cette double idée qu'il faut mieux servir le client ou le sociétaire, évidemment, et aider le collaborateur à être plus efficace. Alors moi aussi, je peux vous donner des exemples qui vont être dans la même lignée, en fait. Comment est-ce qu'on fait gagner du temps à les collaborateurs ? Par exemple, en protection juridique, forcément, le temps pour rentrer dans un dossier est un des facteurs clés d'efficacité. Et on sait que ces JA génératives sont capables d'aller faire une synthèse relativement fidèle au dossier, d'en extraire les quelques points importants. Et donc ça, c'est une manière d'utiliser l'IA générative intelligemment, en tout cas c'est ce qu'on pense, pour gagner du temps, mais quand même s'appuyer sur l'expertise du collaborateur. Parce que c'est ça la vraie question, c'est finalement pourquoi des collaborateurs si l'IA générative pouvait tout faire. Et ce n'est pas le cas. Et donc on essaye d'avoir cette approche où on se dit, quand on veut faire les choses bien, il faut prendre là où les collaborateurs sont vraiment différenciants et le reste, essayer de le donner à une IA générative. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que évidemment, tout grand assureur avec une base de clients comme celle de Covea, à plus de 10 millions de clients, finalement, a quelque part trop de données pour pouvoir les exploiter. C'est pas par où commencer. Et nous, on avait des verbatim clients dans une quantité phénoménale. C'est extrêmement coûteux et pas forcément avec un rendement incroyable de les faire traiter par des humains. Bon, cette nouvelle technologie, elle est capable de faire quelque chose de fidèle, à la fois pour en produire une synthèse, mais aussi pour en comprendre vraiment le sentiment, tirer le sentiment de ces verbatim-là. Et donc, pareil, on a fait un projet en interne sur le sujet, et ça permet à nos collaborateurs de mieux comprendre à qui ils ont affaire en face. C'est deux grands sujets, mais vraiment, même chose, c'est-à-dire aider les collaborateurs dans l'idée d'aider le sociétaire. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit François sur le fait que côté finalement relation client, on en est encore loin finalement d'usages pertinents, en tout cas sur ce sujet de l'IA générative? On a tous des usages de bots, bien sûr, et c'est sûr que quand on met de l'IA générative, le bot est un peu plus sympa et que discuter avec lui est un peu plus agréable. En revanche, il y a un marketeur incroyable qui a réussi à faire croire que les IA ne se trompaient pas mais qu'elles hallucinaient. Bon, c'est faux. Les IA, elles bug. On peut appeler ça une hallucination si on veut. Et donc, c'est encore une technologie qui est relativement émergente et il s'agit de mettre tout un tas de barrières de sécurité, de bien maîtriser ce qu'on fait. Et donc, avant d'aller exposer ça de manière très, très brute aux clients, il va quand même falloir qu'on ait une certitude sur la qualité de la réponse fournie. On n'y est pas tout à fait. On sait qu'il y a un chemin qui arrive, mais c'est le mot important, c'est une technologie émergente qui est encore très instable, et donc on va aller vers ça, mais on n'y est pas encore. Mathilde, est-ce que vous voyez d'autres usages qui se dégagent dans le secteur de l'assurance de l'IA générative, j'insiste, on est vraiment centré sur ce sujet aujourd'hui, peut-être même d'ailleurs dans d'autres pays, si c'est pertinent, s'il y a des choses qui apparaissent et qui ne sont pas encore évoquées par nos assureurs aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc, chez Capgemini, c'est vrai qu'on a la chance de travailler avec des assureurs en France, en Europe, aux États-Unis. Et on a vu un peu 3 grandes familles de cas adressés par les assureurs en 2023. Donc, le premier, c'est sur l'augmentation de la relation client, mais pas forcément via des bots. Ça peut être augmenter les agents qui sont en contact avec les assurés. On a vu un cas très précis, par exemple, sur l'analyse de contrats. Donc, aider les agents à interpréter les contrats, les aider aussi dans les méthodes de calcul qui peuvent être complexes pour mieux informer et accompagner les assurés. Ça, c'est un peu les premiers types de cas qu'on a vus. On en a vu un deuxième qui est plus orienté vers les opérations, donc sur le processing des claims, donc accompagner les gestionnaires de sinistres
Et puis une troisième famille qui est très représentée dans l'assurance, qui est plutôt dans les fonctions support et dans les fonctions IT, pour moderniser le code, donc le code informatique. D'accord. Et ça, c'est de la traduction de code par exemple, je prends un code obsolète, un peu obsolète, comme du SAS, et pouvoir le convertir de façon industrielle à grande échelle à des codes plus modernes comme Python, par exemple. D'accord. Donc la technologie aide la technologie en elle-même. C'est intéressant. Oui. Patrick, même question qu'à Mathilde. Est-ce que vous êtes donc Guidewire, vous travaillez sur le secteur de l'assurance, Yard. Est-ce que vous voyez d'autres usages qui se dégagent? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit jusqu'à présent? Dites-nous. Voilà. Alors d'abord, effectivement, je m'inscris dans la logique de ce qui a été dit, notamment par Arthur, François-Xavier, sur la prudence, sur le fait d'aller doucement, et notamment dans la question de la relation client. Donc ce qu'on a commencé à expérimenter, nous, chez Guidewire, ça s'inscrit aussi dans ce qu'évoquait Mathilde, les différents use cases, à la fois donc, de l'assistant contrat à usage plutôt interne dans un premier temps, en tout cas c'est comme ça que nous on l'a testé, permettre à un gestionnaire par exemple de poser des questions sur le contrat, d'analyser ce contrat, permettre à un gestionnaire de sinistre d'analyser un sinistre qui peut être complexe, qui peut contenir beaucoup de documents, et donc d'en faire une synthèse, de le restituer d'une manière rapide et efficace. Également des cas où la technologie est de la technologie en quelque sorte, effectivement, c'est-à-dire que par exemple l'une de nos problématiques c'est accélérer les projets de migration, accélérer les projets de mise en place de notre plateforme de gestion, et donc par exemple de transformer en fait un produit dans la nouvelle plateforme. Et donc on a mis en place un outil qui permet d'absorber en fait la documentation telle qu'elle a été écrite par l'assureur pour créer le modèle produit correspondant dans notre plateforme. D'accord. Voilà. Quelque chose qui va peut-être un tout petit peu plus loin, mais qui est aussi dans cette logique-là, c'est cartographier, mapper et donner la capacité à importer des bordereaux. C'est un bon exemple où il y a une grande variété. Enfin, les assureurs le savent, il peut y avoir tout un tas de bordereaux contrats, de bordereaux sinistres, d'échanges de données avec des interlocuteurs assez variés qui vont tous avoir leur format favori dont ils ne veulent pas démordre. Et donc, on a créé ce premier exemple d'avoir de l'IA pour mapper des bordereaux et donc être capable de, là encore, aider la technologie à absorber rapidement ces bordereaux et en faire des contrats, des sinistres, etc., de l'information structurée à partir de quelque chose qui est également structuré, mais d'une manière un peu floue, en tout cas pas forcément de manière connue au départ. Alors juste pour être bien clair sur ce sujet-là, donc quand on parle de structurer, de rechercher de l'information, c'est de l'IA ou de l'IA générative en fait? Cet exemple-là, c'est de l'IA générative, parce qu'en fait, on part de, finalement, je reçois quelque chose et je dois l'interpréter. Interpréter, c'est le mot-clé. Dans tout ce qui a été dit, il y a quand même une chose moi, qui me frappe, donc c'est que c'est très orienté finalement dans la compréhension, disons, rapide de documents complexes. Et la question que je me posais en préparant ce débat, c'est finalement à quel point ce type de procédé va pouvoir servir, par exemple, des acteurs comme des comparateurs d'assurance, qui seraient évidemment très intéressés, je pense, à pouvoir faciliter à leurs clients la capacité de comprendre des dossiers complexes, des propositions complexes. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir sur ce sujet-là. François-Xavier ? Allez, je me lance. Bon, assureur et comparateur, c'est pas toujours le grand amour. C'est comme les banquiers assureurs, on voyait ce matin, et les assureurs, c'est pas toujours le grand amour non plus. Ça, c'est pour le clin d'œil. Peut-être reposer le contexte. Il y a quand même une loi européenne qui contraint les assureurs à présenter leurs contrats et leurs garanties d'une certaine manière pour qu'ils soient comparables. Donc les assureurs, les comparateurs, c'est bien, mais il y a quand même des systèmes qui permettent, alors certes ça a été fait par des technocrates, mais ça permet quand même de comparer des garanties. Où on va avoir l'écart et dont on parlait Value for Money, c'est quel service je vais avoir dedans, quelle conscience j'en ai, et finalement qu'est-ce que je veux acheter ou qu'est-ce que je vais acheter. Et ça, c'est pas... Souvent, c'est la blague de l'assureur, tout est dans la petite ligne en caractère 2. Alors, dans la petite ligne en caractère 2, c'est ce qui est imposé par la loi. Ce n'est pas le contenu du contrat. Le contenu du contrat, il est explicite parce qu'on en est fier de nos contrats. Donc, est-ce que l'IA générative va permettre de faire des synthèses des contrats et les comparer plus facilement ? Oui, mais ça ne va pas servir que aux banques assureurs ou aux comparateurs. Ça va servir à mieux comprendre son contrat, ça va servir aux humains
à mieux l'expliquer. Mais comme on disait tout à l'heure, je ne sais plus qui l'évoquait, on peut avoir sur certains contrats une relation tous les 7 à 10 ans avec les clients. Le sujet, finalement, c'est pas est-ce que je comprends bien mon contrat, c'est comment je rentre en relation régulièrement avec mon client pour lui expliquer à quoi il a le droit et en quoi son contrat, qui est peut-être un petit peu plus cher que tel autre contrat chez le concurrent, en fait, lui amène un service qui est beaucoup plus adapté à son besoin. Parce que ça va rejoindre le devoir de conseil. Comment je fais pour bien comprendre le besoin de mon client et lui donner le bon produit? L'assureur, de toute façon, il ne va pas aller fourguer un produit pourri. Celui qui veut acheter un truc à pas cher, il sait faire. Hein. On sait acheter des assurances à pas cher. Les comparateurs, ils permettent d'aller acheter du prix. Ils permettent rarement d'aller chercher du service. Pourquoi ? Parce que toute cette découverte client, c'est quand même le métier de l'assureur à un moment donné. Oui, c'est ça. Une IA, c'est toujours le grand point important. Elle est dirigée quand même par une expertise humaine à un moment. Arthur, si vous voulez réagir peut-être, ou sinon... Non, moi je pense que le case que vous décrivez est un vrai cas. Et j'ai d'ailleurs une start-up qui est venue m'expliquer qu'ils avaient le comparateur 2.0 dans les cartons, où ils ne faisaient pas que le prix, mais ils étaient capables de faire une notation justement en allant regarder les petites lignes. Et que quand on le faisait, on avait des surprises sur certains contrats très chers, que leur IA, sur lesquels leur IA soulevait quelques doutes. Donc je pense que ça va modifier ça et ça va plutôt tirer a priori le marché vers le haut sur la qualité. Donc c'est assez intéressant aussi pour le consommateur. Patrick, je passe à vous. Quand on a préparé ce débat, vous m'avez dit quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Vous avez dit l'IA finalement classique, je vais appeler ça classique. On est déjà dans l'ère post-classique de l'IA. C'est centré sur les processus. On automatise beaucoup de processus, y compris très complexes, etc. D'ailleurs, on en reparlera cet après-midi, il y aura d'autres cas. Et vous m'avez dit aussi l'IA générative, on est presque plus, paradoxalement, dans de l'humain. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? En fait, dans la manière dont une IA générative interagit, le principe, c'est de pouvoir aller au-delà. En fait, dans une IA classique, pourquoi est-ce qu'on interagit avec un processus ? Parce que finalement, on sait pourquoi on interroge une IA classique, généralement, et on sait qu'est-ce qu'on lui demande. Si on prend l'exemple classique de tester la fraude, le risque fraude, on sait qu'on est dans le cadre probablement d'un sinistre, on sait qu'on est en train de demander un scoring fraude, on sait qu'est-ce qu'on va faire de ce résultat. Donc on est vraiment à un endroit précis du processus. Dans l'IA générative, la vraie différence, c'est qu'en fait, on est interrogé, l'IA est interrogée par un humain, et on ne sait pas à l'avance ce qu'elle va lui demander. On ne sait pas à l'avance quel est le process dans lequel on se situe. C'est à l'IA de comprendre ce que veut l'humain qui lui pose une question. Et donc là, on change quand même un petit peu de paradigme dans le sens où tout est possible, hein, enfin, le meilleur comme le pire. Alors justement, quand on parle d'IA générative, on se base sur une technologie, on se base sur un modèle. Hein. Alors on parle beaucoup d'OpenAI, etc., mais il y a d'autres modèles aussi qui existent. Moi, la première question que je me poserais, c'est quel modèle il faut choisir en fait ? Quels sont les critères de choix finalement d'un modèle ? Mathilde, peut-être ? Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que nous, on considère... une multitude de critères. Il y a évidemment le critère de la performance du modèle et cette performance qui est extrêmement augmentée sur les large language models qui sont mobilisés dans l'IA générative. Il y a aussi des dimensions de transparence. Certains des modèles dont on apprend à connaître les architectures sous-jacentes sont quand même un petit peu des black box. D'autres modèles open source sont plus transparents. On peut avoir plus confiance immédiatement. Il y a évidemment des dimensions de coûts et de risques dont on a commencé à parler. Nous, ce qu'on recommande, c'est peut-être sur un même cas d'usage de construire dans un premier temps ce qu'on appelle un LLM Hub. Donc sélectionner un certain nombre de modèles, ne pas se focaliser sur un seul modèle, apprendre à connaître les modèles, les tester, comparer tous ces critères-là avant de les mettre en production sur des cas d'usage concrets. Donc, transparent, c'est-à-dire que si on s'apercevait par exemple que le modèle, la production de documents ou de résultats fournis par l'IA ne satisfaisait pas, on aurait du mal avec certains modèles à aller corriger le tir, c'est ça, parce que c'est une boîte noire ? Alors, les LLM sont très, très performants. On a parfois du mal à voir leurs limites. Néanmoins, en apprenant à travailler avec des LLM, on se rend compte qu'il y a des différences de performance, par exemple, sur les langues. Il y a des modèles qui sont plus performants en français, des modèles qui sont plus performants en anglais et dans d'autres langues, en particulier sur des langues rares. C'est en ça qu'on parle de performance. Et puis, sur certaines tâches, certains modèles sont plus performants. Donc, ils sont globalement très performants. Il ne faut pas forcément chercher le plus performant par rapport aux tâches dont on a besoin. Il faut aussi considérer les autres dimensions,
la transparence, le coût, le risque, et une dimension émergente qu'on voit notamment en France sur la souveraineté. On va y revenir effectivement sur la souveraineté. Patrick, juste une dernière question sur cet aspect-là. Donc, chez Guidewire, vous proposez ce qu'on peut appeler une plateforme de modélisation. Donc, concrètement, ça va aider vos clients à créer des modèles, en fait, ou à puiser parmi des modèles pour trouver le meilleur moyen de faire son projet. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui était dit sur la transparence d'une part et sur la performance d'autre part? Alors, sur la transparence, ça c'est vraiment un aspect. Alors, d'abord, je voudrais juste préciser, aujourd'hui, notre plateforme, on la propose sur de l'IA plutôt classique. On n'a pas encore commercialement une offre d'IA générative. Et c'est lié à une prudence de notre part, et effectivement qui est lié à cet aspect de transparence. Sur notre IA classique, on fournit à la fois les modèles, mais justement cette transparence, cette capacité à ce que même les résultats pour un utilisateur final permettent de comprendre quel a été le résultat du modèle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument essentiel pour la confiance que peut avoir à la fois l'assureur, l'utilisateur final, etc. Et on veut avoir absolument cette même démarche, et je dirais de manière encore plus importante, sur l'IA générative. Et ça pose de nouveaux défis. Ça pose vraiment de nouveaux défis parce que, comme je le disais, l'IA générative, quelque part, on ne sait pas ce qui va lui être demandé et elle va devoir interpréter. Et donc, ça crée des risques de fuite de données, de partage d'informations confidentielles, d'éléments qui ne devraient pas être proposés par une IA et qui le sont. Et donc, on est aujourd'hui dans une démarche où on crée une sorte de AI gateway. Avant de se lancer commercialement et de proposer quelque chose à nos clients, on veut être sûr que les interactions qu'on aura avec soit nos propres modèles, soit des modèles autres, parce que c'est un domaine en effervescence, puissent être utilisées d'une manière sécurisée et fiable et transparente. Arthur, en termes d'outils, de plateformes, si vous pouvez en parler bien sûr, qu'est-ce que vous utilisez chez Covea? Donc d'une part, comment vous choisissez finalement les modèles sur lesquels vous travaillez, et est-ce que vous vous êtes aperçu aussi à l'occasion des premiers projets, premières expérimentations, qu'il a fallu, par exemple, des choses très concrètes, nettoyer des données qui n'étaient pas, ou est-ce que les modèles finalement suffisent quelque part à faire ce nettoyage, à donner cette propreté aux données qui va être essentielle, je pense, dans la validité du résultat? Moi, je souscris déjà à tout ce qui a été dit. Au-delà du coût, de l'efficacité et de la simplicité, il y a une question d'éthique et de sécurité qui devient très, très importante dans ces IA génératives. Nous, on a fait le choix d'avoir plusieurs choix. On a fait le choix d'avoir du Azure Databricks dans laquelle on est capable d'aller faire un peu des choses toutes faites, avec des relations avec l'éditeur qui ne sont pas toujours simples. C'est-à-dire quand on lui dit « Est-ce que vous me garantissez que mes données restent en Europe ?» quand on fait les calculs, la réponse il y a un an n'était pas du tout évidente. Alors maintenant, j'ai un papier signé qui me jure que c'est le cas. Je ne sais pas vraiment ce que je peux en penser. On a des choses qu'on fait de manière plus propriétaire. Je crois qu'il faut être très agnostique et être capable d'aller regarder plusieurs modèles, plusieurs technologies, rester très agile, parce que de toute façon, une des grandes questions, c'est est-ce que l'IA générative, ça va être un truc purement commoditisé où on va juste aller acheter des solutions pas chères, ou est-ce qu'on va faire des solutions très sur mesure en interne, notamment chez les grands assureurs, qui vont être des facteurs différenciants. Donc ça fait partie des grandes questions qu'on a aujourd'hui. Et donc, pour le coup, on fait des projets 100% en interne, on fait des projets en collaboration, on fait des projets qu'on achète entièrement à l'extérieur. Et à chaque fois, le choix de la plateforme et le choix de la technologie peut être un peu différent. On est très dans le test and learn, quelque part, sur ce sujet-là. Ouais. Vraiment, François-Xavier a tout dit quand il a dit que c'était émergent. On est encore dans une forme de découverte, et les éditeurs avec lesquels on travaille, aussi gros soient-ils et aussi bons communicants soient-ils, sont aussi dans une forme de découverte. Tout à fait. Donc je pense qu'on a tous intérêt à y aller prudemment, parce que sinon on va se prendre une vague en retour qui va être complexe. Sur les données, c'est une excellente question. On voit quand même que ces modèles d'IA génératifs sont capables de s'accommoder de données un peu moins propres que ce qu'on avait précédemment, parce que leur capacité à comprendre les choses, ou du moins à donner l'illusion de la compréhension, fait que c'est moins important. En revanche, il faut les nourrir avec une quantité de données colossale pour que ce soit pertinent. Et donc c'est plus là-dessus qu'il y a un vrai enjeu. C'est comment est-ce qu'on arrive à les nourrir avec assez de données non corrélées pour que le résultat soit intéressant, plus que sur le fait de les nettoyer. Et c'est d'ailleurs un des usages possibles de l'IA générative, c'est le nettoyage de nos données et une forme d'étiquetage automatisé. Parce que c'est très bien d'avoir beaucoup de données. On sait tous qu'il faut qu'elles soient taguées proprement pour être utilisables. Et donc, quand on veut passer de la donnée à l'usage, il est possible que l'IA générative réponde à une partie de cette question-là.
François-Xavier, même question sur les modèles que vous utilisez. Est-ce que vous êtes agnostique aussi de ce point de vue-là et sur l'aspect données et le volume de données nécessaire pour que ça marche? Données, comme toujours, sur les technologies, il y a un seul carburant dans nos métiers, c'est la donnée. Structurée ou non structurée, peut-être la petite particularité, comme le disait Arthur, auquel je souscris, c'est qu'on peut donner une donnée un peu moins structurée, peut-être un peu moins propre, et on va voir tout de suite celle qu'il faut éjecter. Quoique, on est encore dans le test and learn. Sur les technologies, février 2023... il y avait OpenAI ou OpenAI, et puis quand on avait un doute, on allait chercher OpenAI. C'était un peu ça. Donc début d'année dernière, c'était OpenAI, mais pas n'importe comment. Nous, on a choisi de le faire dans notre plateforme Azure, parce que effectivement, avec Microsoft, on avait une espèce de boîte sécurisée. Alors avec le même clin d'œil qu'Arthur. Enfin, on savait à quel tribunal on allait se disputer si jamais on trouvait de la donnée à l'extérieur. C'était plus ça le clin d'œil. Donc on a commencé par explorer OpenAI. On a vu que c'était pas forcément très rentable. Donc il y a eu toute une ingénierie de savoir où est-ce que je l'utilise. Ça peut tout faire et pas très rentable à la fois en termes économiques, parce que c'est des technologies qui coûtent très cher à utiliser, mais pas très rentable non plus en termes de sustainability, c'est-à-dire que si à chaque fois qu'on pose une question, on allume une ville de 30 000 habitants, on a quand même un petit impact, et nous, assureurs, le climatique, ça nous parle quand même un peu beaucoup. Donc on a travaillé avec Microsoft, mais on est agnostique des solutions, on est en train de travailler, dans 15 jours, on est à la ferme digitale au Salon de l'Agriculture, où il y a un hackathon avec Mistral, on est agnostique des solutions, mais surtout, en fait, il y aura des IA génératives, plus ou moins généralistes, plus ou moins spécialisées, et ça sera l'intégration. Il va y avoir une ingénierie d'intégration qui est en train d'arriver. Nous, on a fait quelques pas là-dessus et on est vraiment au tout début. C'est comment j'intègre la bonne technologie pour servir qui mon client à un moment donné, qui ma fonction support à un moment donné. Et bien sûr, il faut que ce soit écologiquement et économiquement rentable. Et c'est bien sur ce diptyque qu'on va travailler systématiquement. Confiance, éthique et tout ça. Mais j'allais dire, comme toutes les technologies qu'on rentre dans nos boîtes, elles passent sous la maille de l'éthique et tout ça. Là, la particularité, c'est qu'on a l'impression qu'on maîtrise un peu moins le sujet. Mais on l'a fait passer sous les fourches coding de l'éthique et de la responsabilité. Et nos régulateurs répondent à certaines des questions, mais pas encore à toutes, parce qu'ils découvrent aussi en même temps que nous, et on découvre ensemble. Alors, on reviendra sur l'éthique, sur la régulation juste après. Mathilde, viennent d'être évoqués plusieurs autres aspects, notamment les coûts des technologies. On pourrait aussi ajouter finalement le temps nécessaire. Finalement, il y a un terme que vous avez d'ailleurs évoqué aussi quand on préparait, qui était dompter l'innovation, le temps nécessaire pour dompter l'innovation, pour expérimenter différentes choses. Comment aujourd'hui, si c'est possible de répondre à cette question bien sûr, on peut mesurer la valeur de ce type de projet par rapport au coût, au temps passé, et quels sont les conseils que vous pourriez donner finalement pour identifier les pièges à éviter, quoi. Alors, sur la valeur, c'est vrai que nous, ce qu'on recommande, c'est de systématiser les business cases à la fois dans les phases amont de définition et de scoping des produits, d'informer la valeur, la revisiter, donc les business cases au moment des expérimentations, donc des MVP, avant les passages à l'échelle. Donc avoir plusieurs points de passage sur l'estimation de la valeur, systématiser les arbitrages au regard de la valeur et du coût, et on en a parlé, c'est des coûts qui sont quand même extrêmement significatifs, donc bien se poser la question dans les parcours clients et dans les processus du besoin d'une IA générative versus une IA traditionnelle et de la valeur que ça peut apporter par rapport au coût. Sur les coûts, on peut donner un ordre de grandeur ou c'est pas raisonnable parce que c'est trop différent suivant les métiers? Non, mais sur les coûts, c'est ce qui coûte. Alors, il y a deux types de coûts. Il y a le coût sur des modèles propriétaires hyperscalers. On a parlé d'OpenAI, donc plutôt un coût à la requête. C'est pour ça que mettre un modèle type OpenAI en face des clients, ça peut vite dégénérer en termes de coûts. Ça, c'est une partie des coûts. Tu avais votre question? La deuxième partie de votre question, c'était? Alors, donc, il y avait le problème des coûts, le problème donc la question fondamentale, c'était comment on définit la valeur finalement de ce type de projet. Alors, vous avez déjà un petit peu répondu en disant qu'il faut y aller par d'abord des expérimentations, valider, etc. Et vous avez parlé de passage à l'échelle aussi. Ça m'intéresse, cette histoire de passage à l'échelle.
Oui, bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des expérimentations où on commence... alors, il y a différents types d'expérimentations, hein. Du démonstrateur au POC, au MVP, qui est complètement intégré dans les processus métiers. C'est vrai que pour l'instant, on est sur des populations qui sont assez restreintes. La question du passage à l'échelle, elle est un peu multiple. C'est l'adoption par les utilisateurs qu'il faut quand même former. Il y a des sous-jacents technologiques qui sont très importants. Et ça stress teste les infrastructures des entreprises. Je pense en particulier aux plateformes technologiques. On a parlé de cloud public. Il y a des possibilités de le faire on-premise, mais il y a des accélérateurs comme le cloud. Et donc, oui, les coûts, ça peut être par requête sur des modèles, ça peut être des coûts de storage et de processing dans le cloud public, ça peut être des coûts d'accès à des computing power, donc d'achat de GPU si c'est pour le faire on-premise. Ça, c'est l'ensemble des coûts qu'on considère. Voilà, vraiment des coûts d'infrastructure assez naturels finalement, hein, pour des projets de cette ampleur. Patrick, qu'est-ce que vous en pensez de ces problèmes de coûts d'une part et de passage à l'échelle d'autre part aussi? C'est vrai qu'on est vraiment on a parlé d'émergence, on a parlé d'expérimentation. Est-ce qu'on est peut-être pas encore dans la phase de passage à l'échelle, peut-être? Non, on est encore, en tout cas, on est encore pour nous dans une phase d'expérimentation. Donc voilà, monter un POC, monter quelque chose qui fonctionne. Ça peut se faire en quelques semaines et c'est relativement simple. Nous, on s'appuie effectivement sur des infrastructures, enfin, c'est pas un mystère, on s'appuie sur AWS en termes d'infra, parce qu'un cloud public donne beaucoup plus de flexibilité et de capacité. Mais voilà, de là à dire quel est vraiment le coût et quelles sont vraiment les durées d'un projet qui va aller être passé à l'échelle, ça c'est quelque chose sur lequel on n'a pas encore de recul aujourd'hui. Alors peut-être François-Xavier ou Arthur, sur les premiers projets que vous avez mis en place, quels sont les points de vigilance ou les points de blocage peut-être même que vous pouvez identifier, qui ralentissent ou qui au contraire finalement se passent bien? Non, moi je voudrais quand même dire aussi qu'on est en train de se créer un patrimoine sur le sujet. Donc un des points de vigilance, c'est que là c'est relativement facile, tout le monde est très content d'aller faire des tests, tout le monde est très content que les tests soient plus ou moins matures du POC au MVP. Ensuite, il va falloir s'inscrire dans le temps long du run. Ouais. Et par exemple, chez Covea, évidemment, on a 3 marques et donc il y a 3 systèmes d'information. Et donc gérer un patrimoine IA, ça va aussi devenir une question. Et donc le passage à l'échelle, quand on n'est pas dans des sujets soit hyper précis comme la protection juridique, soit très transverses comme les verbatim clients, ça va être aussi une vraie question. Et va y avoir, on n'avait pas tous vu la gouvernance data, et maintenant on en a évidemment tous une. Va y avoir une gouvernance de l'IA à mettre en place aussi pour faire coexister ces systèmes, et ça va devenir vraiment un nouveau SI. Cette IA, c'est aussi ça qu'on retient, c'est que c'est très facile de faire les premiers pas, mais que quand on va vouloir tous marcher ensemble, il va falloir mettre tout un tas de structures autour, et que ça, c'est une réflexion à mener qui n'est pas évidente. Tout à fait, oui. François-Xavier, si vous avez un complément à apporter. Ouais, rapide, et après ça reste des expérimentations. Il y a de la sociologie quand même à faire. On parlait de l'adoption, les collaborateurs ou les clients, est-ce qu'ils vont vouloir parler une IA? Est-ce qu'on va leur dire? Est-ce qu'on va pas leur dire? Alors, les mutualistes, on a des convictions, hein. Les convictions des mutualistes, c'est qu'à chaque fois qu'on met un robot, on dit qu'il y a un robot derrière, et les gens ils feront le choix, parler à un vrai humain ou à un robot à un moment donné. Après, comme Arthur le dit, nous, on a fait le choix de faire une IA Factory, c'est-à-dire de dire tous ces sujets autour de l'IA et de l'IA générative en particulier, on va concentrer les compétences à un endroit. Pourquoi? Parce qu'elles sont super rares. Pourquoi? Parce que oui, prompt engineer, en fait, c'est un vrai métier. Je vous aurais pas dit ça il y a un an. En fait, il y a un an, j'étais convaincu que tout le monde allait écrire du prompt. Et quand j'ai vu qu'ils écrivaient des trucs de 200 pages, je me suis dit, il y a un petit sujet quand même. Non, prompt engineer, c'est un vrai métier. Donc, concentrer les compétences. Et puis, on voit bien, on ne maîtrise pas encore complètement la technologie. Il ne faut pas que ça naisse de partout, sinon on ne va plus rien maîtriser. On ne va plus rien maîtriser en termes de qualité de service de ce qu'on délivre, de qualité de relation de ce qu'on délivre, de coût, d'empreinte carbone, parce que comme ça peut tout faire, on peut en mettre de partout. Donc nous, on a choisi de le concentrer. Est-ce que pour l'instant, c'est notre conviction? Ça nous permet de démarrer. Est-ce que dans 2 ans, je vous dirai la même chose? Je ne sais pas. Mais concentrer les ressources à un endroit, mettre les comités d'éthique qui vont bien, mettre des vrais morceaux. Et ce n'est pas des projets d'AI. En fait, sur l'AI générative, c'est des projets classiques.
qui sont menées par les chefs de projet classiques, par les directions métiers. Et dedans, il y aura une pièce de puzzle qui sera de l'AI. Et là, on va aller la chercher aux spécialistes. Quand on fait un parcours client, qu'on mette un questionnaire de 50 questions pour souscrire une MRH. Alors nous, on fait un peu mieux, je crois qu'on est qu'à 40. On a l'équipe qui faisait le questionnaire. Ben là, on va aller chercher la même chose sur l'équipe qui fait de l'AI et qui va dialoguer avec le client. Mais en fait, ça reste une brique technologique, mais qu'il faut gouverner parce qu'effectivement, on sent qu'il va y avoir un SI comme la data, et comme en plus ça va être un gros consommateur de data, probablement que les organisations data et AI vont se parler et vont être très intimes. Alors, on comprend bien, donc on est encore au tout début de ce qui est peut-être une révolution, peut-être pas finalement, de l'IA générative. On comprend aussi, vous l'avez dit François-Xavier, que la réglementation elle-même s'adapte un peu au fil de l'eau aux évolutions technologiques rapides. Donc c'est sans doute encore tôt pour faire un peu de prospective, mais quand même, moi, une question que je me pose, c'est est-ce que l'IA générative, au-delà de faire gagner du temps, de faciliter la vie des collaborateurs, etc., de, in fine, faciliter aussi la compréhension par les clients des contrats, est-ce que ça peut conduire à créer de nouvelles offres d'assurance qui n'existent pas aujourd'hui ou qui n'existeraient pas encore assez ? Est-ce qu'on peut arriver avec des nouveaux modèles vraiment de services d'assurance ou d'offres d'assurance? Je pense par exemple, je sais pas, comme l'automobile ou des assurances d'entreprise ou même autour de choses qui nécessitent peut-être beaucoup de travail sur la donnée, comme le risque climatique, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Patrick, peut-être? En tout cas, je serais étonné qu'il n'y ait pas à un moment donné un impact ou une évolution, puisque déjà l'IA classique, elle a eu un impact en tout cas sur le champ du possible en la matière. La modélisation, elle permet aujourd'hui d'avoir, par exemple, de l'assurance paramétrique sur les risques climatiques, et donc d'avoir une nouvelle approche produit, pour le coup, de se dire on conçoit le produit différemment parce qu'on modélise d'une certaine façon et qu'on est capable de prédire le risque d'une certaine manière. Donc c'est déjà le cas finalement avec l'IA classique. Donc c'est déjà le cas avec l'IA classique, et donc il est probable que l'IA générative va elle aussi être capable d'apporter quelque chose en la matière. Quoi, ça par contre, j'avoue, je ne le sais pas aujourd'hui. Et je citais l'un de nos exemples, l'un de nos premiers use case internes, c'était déjà de faire générer un produit dans notre plateforme à partir d'un produit existant, pas à partir d'un produit nouveau. On n'a pas encore demandé à l'IA effectivement de devenir actuaire, mais à quel moment est-ce que l'IA va permettre de changer un des paradigmes ou une des variables qu'on a dans notre réflexion? Ça, je ne sais pas. Mathilde, peut-être un avis là-dessus sur le futur? C'est un petit peu futuriste, ouais. Mais probablement que les modèles d'IA générative vont évoluer dans le temps. On va passer de modèles qui sont aujourd'hui assez généralistes vers des modèles qui sont plus task spécifiques, des modèles peut-être qui coûteront moins cher, qu'on arrivera mieux à contrôler. Et dans ce cas-là, je pense que l'IA générative peut être un formidable vecteur de proximité pour les assurances, d'être au plus près des assurés et en particulier des populations vieillissantes. Arthur, quand on préparait le débat, vous me disiez quelque chose qui m'a intéressé aussi. Vous me disiez finalement, puisqu'on va revenir un peu à la question de la confiance, de l'éthique, etc. Vous me disiez finalement, le cadre réglementaire peut peut-être freiner finalement quelques rêves ou idéalismes qu'on peut avoir sur l'IA générative. Oui, et ça rejoint la question précédente. Ça les freine, mais ça met aussi des garde-fous. Une manière de répondre à la question précédente, c'est quand même regarder bien les résultats sur l'assurance de personnes cette année qui vont commencer à sortir là. Il n'y a pas beaucoup de gras en France. Et donc, se dire que l'IA va améliorer quoi que ce soit dans le pricing, oui, si c'était un marché avec une marge incroyable. Alors après, on peut toujours se dire, oui, mais l'IA va nous permettre de faire d'autres produits et d'hyper-segmenter. Sauf que, heureusement, on a une règle éthique et un régulateur qui est là pour nous faire de la mutualisation. Et donc c'est aussi là qu'en France, la limite va sûrement arriver assez vite, en tout cas sur le particulier. Il y a peut-être beaucoup plus de choses à faire sur le pro et l'entreprise, qui sont des marchés un peu plus complexes et où on peut aller inventer pas mal. Mais en tout cas, je crois que sur le particulier, cette éthique, toutes ces règles qui existent déjà et qui vont sûrement s'adapter, vont un peu freiner la création complète de nouvelles choses, même si je rejoins sur le fait que l'intelligence artificielle en elle-même, pas forcément générative, peut changer des choses, et que notamment on peut imaginer qu'il y ait des nouveaux entrants ou des entrants qui aillent sur de nouveaux marchés avec un coût d'entrée beaucoup plus faible. Et notamment quand on est un grand assureur automobile comme Covéa, on se dit que les constructeurs auto vont pouvoir bénéficier de ces technologies couplées à leur data pour venir nous faire concurrence beaucoup plus facilement qu'il y a 10 ans. Oui. Est-ce que ça va vraiment bénéficier aux consommateurs? Encore une fois, si on regarde juste la marge du marché, pas complètement certain. François-Xavier, si vous voulez compléter ou pas, vous me dites.
En 2 mots, hein, ça va nous permettre d'analyser beaucoup plus de choses, beaucoup plus de données. Effectivement, même si le régulateur, au niveau de l'Europe, fait passer des textes qui pourraient amener à la démutualisation, aujourd'hui, les mutualistes ont fait très très attention à ça pour protéger les populations. Ceci dit, on le voit dans le climatique, analyser beaucoup plus de données qui vont nous permettre de mieux cibler les zones à risque, de beaucoup plus faire de la prévention ciblée sur des zones à risque, ça va amener. Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux produits d'assurance ? En fait, en France, on est bien couvert. C'est-à-dire que l'offre de services d'assurance est bien couverte. Il y a une énorme concurrence sur les produits de masse. Donc, est-ce qu'on va acheter l'assurance d'une autre manière ? Probablement. On voit bien qu'on achète l'assurance qui va devenir un affinitaire. C'est-à-dire qu'on ne va plus acheter son assurance automobile, on va faire sa voiture en leasing et puis on va avoir une couverture sur son moyen de transport. On voit bien que c'est des tendances de fond. Mais la générative ne va pas avoir d'impact là-dessus. La générative, moi j'ai la conviction, mais alors là elle est personnelle, elle n'est pas avec ma casquette Groupama, ça va nous permettre d'analyser beaucoup plus de données complexes pour donner en entrée à l'humain, aux vrais gens, des données synthétisées qui vont leur permettre, eux, d'innover et de trouver des nouvelles choses. Mais ce n'est pas l'IA générative qui va innover. Elle va permettre aux vrais humains d'innover en leur amenant une donnée beaucoup plus synthétisée, beaucoup plus compulsée, et qui va permettre de fabriquer les produits de demain. Merci François-Xavier, merci à tous les 4 pour votre témoignage. Merci à vous pour votre attention également.